Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Vendée Globe et on est au jour numéro 9. On va débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. Un mot clé aujourd'hui, enfin du vent. Pour la plupart des concurrents, c'est pas encore du vent exceptionnel, mais enfin un petit peu de vent. Parce que ça n'en finit pas. On regardera un petit peu même les écarts par rapport aux différents records. Enfin aux différents temps des vainqueurs plutôt, et on verra que c'est quand même extrêmement difficile pour le moment ce début de Vendée Globe. On est très loin du temps, notamment d'Armel Lecléache pour le moment, qui avait un petit peu plus d'avance, et surtout au niveau des trajectoires, on est vraiment très décalé à l'ouest. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé des 24 dernières heures. Si vous avez des moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui le font, mais ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et si vous voulez quand même me soutenir, mais que vous ne voulez pas forcément donner non plus d'argent à YouTube, eh bien vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos voile. Il y aura du cyclisme, il y aura du biathlon également, pas tout de suite, parce que là je suis en train de rattraper Souchen, pour tout vous dire, le tout début de saison, mais la Coupe du Monde de biathlon, et puis le cyclisme avec les top 10 de fin de saison. J'ai pas encore eu le temps de les enregistrer, j'espère pouvoir les enregistrer aujourd'hui, demain, enfin voilà, dans la semaine, pour que les premiers sortent. Mais les vidéos sont prêtes, on va dire, à être enregistrées, mais elles ne sont toujours pas enregistrées. Bon, on commence tout de suite cette vidéo avec la situation au niveau météo. Donc comme vous le voyez, du vent, le vent qui est arrivé en premier sur Jean-Lucas, mais désormais toute la flotte a du vent. Donc Jean-Lucas, vous voyez, qui est ici, et désormais Sam Goodchild aussi a du vent, et un petit peu tout le monde. La zone de calme a quand même été assez longue pour Sam Goodchild, mais ça a permis un peu de réduire les écarts, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire qu'il a encore une belle petite avance par rapport à certains concurrents, ce qui va lui permettre de faire des erreurs dans le poteau noir, ce que certains ne pourront pas faire, vu la situation du côté de Jean Le Cam. On voit qu'il se dirige désormais vers l'ouest, parce que l'objectif est de prendre le poteau noir vers l'ouest. Le poteau noir vers l'ouest est une chouille plus facile que vers l'est, même si selon les dires de Charlie Dalin, ce poteau noir est compliqué cette année. Je pense que le poteau noir, ils vont y accéder demain, après-midi ou dans la soirée, pour nous en heure française. Voilà, je pense qu'il y a encore un peu plus de 24 heures de navigation pour arriver au poteau noir. Donc il va falloir réfléchir à ça. Le poteau noir, pourquoi tout le monde en parle? Pour les un peu novices en navigation. Le poteau noir, c'est un lieu qui est toujours extrêmement difficile. C'est le lieu de convergence mer du Sud, mer du Nord. Donc c'est un lieu où les systèmes météo sont extrêmement changeants. Et quand je dis extrêmement changeant, c'est qu'en 5 minutes, vous pouvez passer d'un orage à un grand soleil, et qu'en 5 minutes, vous pouvez passer de 5 nœuds de vent à 30 nœuds de vent. Alors, ça va pas être énormément différent de ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont eu des conditions qui étaient extrêmement difficiles. En temps normal, normalement, vous n'avez pas des conditions aussi difficiles. Et ça peut vraiment être une porte qui se referme sur vous. Ça peut vraiment faire un péage. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Ça va durer, on va dire, 36-48 heures. Et il ne va pas falloir faire d'erreur pendant 2 jours. Donc ça va être une période où les concurrents vont assez peu dormir. Et ça ne va pas être évident à gérer, ce manque de sommeil. Je vais pas vous montrer, je vais pas vraiment faire de point météo demain sur la situation de la course, parce qu'en fait le point météo sera pas fiable. Le poteau noir étant vraiment tellement instable qu'il faut avoir des fichiers météo ultra précis, et c'est pas totalement notre cas. Je pense qu'on n'a pas des fichiers météo suffisamment précis. Il faut aussi avoir des cartes satellites, que moi je n'ai pas. Donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement compliquée. Pourquoi je parle de cartes satellites? Parce qu'il faut voir un petit peu les nuages, les grains. Les grains, forcément quand il pleut, il n'y a pas de vent, normalement. Donc il faut voir un petit peu la situation dans ce genre de cas. Il faut être poussé par les nuages. Donc il y a tout un système de placement avec les nuages qui est hyper important. Et puis c'est aussi compliqué parce que c'est des températures qui vont être quasiment les plus chaudes de la course.
dans les cockpits, donc il va falloir gérer ça au niveau des concurrents, au niveau de ces températures-là. Surtout pour ceux qui ont des cockpits très fermés, très abrités, ça peut être compliqué. Et puis ensuite on attaquera la deuxième partie de cette descente de l'Atlantique, avec l'Atlantique Sud. Et là aussi, pas simple, parce que pour l'instant, l'Atlantique Sud, il n'y a pas des vents non plus canons, donc ça n'a pas été évident. J'ai pas regardé où était Sainte-Hélène, par contre. Un peu mieux placé, Sainte-Hélène. Un peu mieux placé que la dernière fois. Donc ça, c'est pas mal. Oula, ça m'a fait un zoom. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un zoom pareil. On regarde un petit peu les dernières 24 heures, ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Des petites réparations pour Benjamin Ferré déjà. Benjamin Ferré qui a donc fait des petites réparations du côté de certains systèmes. Je vais le retrouver. Benjamin Ferré. Des petites réparations parce que voilà, il y avait des petits soucis techniques sur son bateau. C'était pas des gros soucis, hein, mais voilà, il y avait besoin de réparer. Donc il a dû faire ses petites réparations. Voilà. Il est où Benjamin Ferré? Il est là. Donc voilà, des petites réparations pour Benjamin Ferré, le concurrent français. Donc notamment, j'ai noté des réparations de poulies et une fourchette de safran. Donc c'est une pièce sur laquelle tient le safran, c'est ce qui permet de tourner le bateau, c'est à l'arrière. C'est ce qui permet de manœuvrer enfin c'est un peu la direction du bateau, c'est pas le volant, c'est un peu la colonne de direction du bateau. Et donc voilà, au niveau de la fourchette de safran, donc c'est une des pièces du safran qui s'était arrachée, donc il fallait le réparer, voilà, pour que ça fonctionne correctement. Réparation également de quelques poulies qui étaient cassées. Donc là, il a décidé de faire ces réparations-là avec un vent qui n'était pas exceptionnel. Il n'était pas forcément très content de sa dernière journée de course en vidéo, Benjamin Ferré. Autre concurrent qui a réparé, concurrent qui est en dernière position, Salzbosch Verres, qui est reparti, comme vous pouvez le voir, des Canaries, dans du vent faible, après 48 heures de réparation pour sa grand voile. Il est en dernière position avec quasiment 400 000 de retard par rapport à Jinkung Shu. Mais il est reparti. Alors dans une situation climatique qui lui n'est pas évidente, puisqu'il est vraiment dans du vent faible, voire du vent quasiment nul, hein, comme on peut le voir. Il est sur un petit vent à 3,4 nœuds, donc c'est vraiment pas exceptionnel, et pour l'instant il avance à 5 nœuds, donc pas des grosses vitesses pour ce redémarrage, mais voilà, c'est reparti pour Salzbosch Verres. On va parler de Jinkung Shu. Jinkung Shu, il y a une vidéo qui a été mise en ligne par la chaîne du Vendée Globe, une vidéo qui était un petit peu plus ancienne. Ça aussi, c'est extraordinaire. Alors, on m'a dit que l'émission du Vendée Globe, déjà, bon, elle est pas terrible. Elle était déjà pas terrible il y a 4 ans, donc je pense qu'ils n'ont pas fait de progrès, parce que c'est les mêmes animateurs. J'ai eu de loin, parce que je regarde que la chronique météo, et même la chronique météo, je trouve que, moi, pourtant, qui ne suis pas un spécialiste météo, elle n'est pas exceptionnelle. Mais du côté donc de Jinkung Shu, alors déjà, il y a toujours sa cheville, un petit peu enflée. Ça, c'est déjà un premier problème. Problème, par contre, un peu plus grave pour le moment, c'est son épaule. Alors, pas l'épaule gauche. Moi, si, l'épaule gauche, j'ai noté. Je me suis peut-être gouré d'épaule. C'est l'épaule droite, hein. Celle-là, c'est l'épaule droite. J'ai noté l'épaule gauche, c'est l'épaule droite. Parce qu'il compense un petit peu. Alors ça, c'est le problème qu'a aussi Damien Seguin. C'est comme c'est des concurrents à qui il manque une main. Donc ils ont tous des systèmes pour exploiter leur moulin à café différemment. Mais il semblerait que lui, il surcompense un peu trop avec son autre épaule. Et le problème, c'est que l'autre épaule commence à fatiguer un petit peu. Donc il a mis des patchs, vous savez, des patchs, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les patchs avec des petites huiles essentielles là, pour essayer de détendre les muscles. Il va essayer de faire des étirements également, des petits mouvements, mais voilà, il a son épaule qui est pas au top du côté de Jinkung Shu, et la cheville est encore dans un état... alors il pose le pied par terre, hein, à la différence de Maxime Sorel, mais c'est encore un petit peu gonflé.
voilà, du côté de Jinkungshu. Donc on verra si la situation médicale évolue dans les heures à venir pour le concurrent chinois. Et puis on va finir avec le guerrier de ces 36 dernières heures, Louis Burton. Pourquoi le guerrier? Parce qu'il a réparé Louis Burton. Et oui, ça semblait mal embarqué, on va pas se mentir. Ça semblait pas évident du tout. Mais il a redémarré Louis Burton. On rappelle, hein, il avait une énorme fissure au niveau de la coque. Quasiment, je sais pas, comme je disais, du bout de la casquette, quasiment étendu jusqu'à l'avant du bateau. Donc c'était vraiment pas exceptionnel du côté de Louis Burton. Donc il a réparé, donc il a fait de la résine notamment, il a poncé, il a fait de la résine, il a recollé des morceaux. Alors alors il appelle ça du tissu, c'est un peu du carbone en rouleau quoi. Enfin c'est un effet carbone on va dire pour réparer tout ça. Ensuite il a fallu coller, il a fallu également renforcer la structure. Donc pour ça il s'est servi d'une pièce qui normalement est utilisée pour la grande voile, donc une pièce de secours de la grande voile, donc qui va forcément lui manquer à un moment. Et puis forcément c'est une réparation qui a coûté beaucoup de consommables, c'est-à-dire résine, colle également je pense à certains endroits, donc ça va peut-être être des pièces qui vont lui manquer à la fin. Mais déjà chapeau parce qu'il faut réussir à se remettre dedans après avoir eu un problème comme celui-là. Il faut réussir à se remettre la tête à l'endroit et il a réussi à le faire très vite parce qu'en 2-3 heures, bam, c'était reparti. Il était en mode réparation. Chapeau aussi à l'équipe technique qui a été réactive parce que je pense qu'on lui a proposé un plan. Même s'il y a des choses qu'il a faites par lui-même, je pense que le fait de se servir d'une pièce pour renforcer la structure, je pense que ça c'est peut-être une idée qui vient du bord. Après, malgré tout, moi j'ai une inquiétude, c'est de savoir est-ce que ça va tenir dans les mers du Sud. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas fait les efforts pour y aller jusqu'au bout. Et donc, chapeau Louis Burton, parce que cette réparation-là, eh bien, il fallait réussir à la faire. C'était loin d'être évident du côté du concurrent de Bureau Vallée. Donc, chapeau Louis Burton. On va regarder désormais la situation. Hop, je vais enlever la météo pour vous montrer, hop, comme ça. Pour vous montrer la situation des concurrents de tête. Alors hop, hop, hop. Surtout par rapport aux précédents vainqueurs. Donc là, on a la route idéale, ici, en rouge. Et on va regarder, par exemple, par rapport au temps de Michel Desjoyaux. Michel Desjoyaux, il était ici au jour 10. Sauf que Michel Desjoyaux, il avait perdu 40 heures de réparation. Donc 40 heures de réparation avec un bateau à dérive, hein. On n'était pas sur un bateau à foil à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire qu'on a 15 jours de décalage par rapport à Michel Desjoyaux, alors qu'il avait perdu 40 heures. C'est-à-dire que par rapport à Michel Desjoyaux, on n'a que 24 heures d'avance. Quasiment, si on enlève ce temps de réparation, à peine 24 heures d'avance. Donc c'est pas exceptionnel au niveau du temps. Et si on regarde par rapport à tous les autres concurrents, François Gabard, hop, j'enlève. Lui, il était ici après 8 jours de course. Donc vous voyez que François Gabard serait en avance par rapport aux concurrents actuellement. Vous voyez aussi la trajectoire de François Gabard qui était parti beaucoup moins à l'ouest. Voilà, il avait une trajectoire qui était plus similaire à la route idéale sur la deuxième partie. Donc ça, on peut le voir. Par rapport notamment à la trajectoire de... Si je reprends la trajectoire de Goodchild, vous voyez que ça, c'est la trajectoire de Gabard, ça, c'est la trajectoire de Goodchild en blanc. Vous voyez que la différence est énorme en termes de trajectoire. J'ai Michel Desjoyaux, donc ça, on a déjà fait. Si je prends même le Michel Desjoyaux de 2000, et bien là, c'était le jour 9 de Michel Desjoyaux. Alors lui, il avait contourné également le Cap-Vert. À l'époque, on pouvait passer beaucoup plus proche du Cap-Vert. Il nous avait fait un petit peu de Jean Le Cam. Il était passé beaucoup plus à l'est. Mais bon, on est quasiment au même niveau hein, qu'un Michel Desjoyaux de 2000, c'est-à-dire il y a 25 ans quasiment. Et par rapport au record d'Armel Lecléache, on est largement en retard, hein, parce que lui il était au 7e jour de course, il était ici. Voilà, donc là aussi c'est pas top. Et si on prend par rapport à Bestaven il y a 4 ans, qui pourtant n'était pas le record, et bien Bestaven il était là au 9e jour, et en ce moment il était là. Voilà, si on prend à 11 h, il était à cet endroit-là de la course. Et vous voyez que même s'il était parti à l'ouest,
il était parti encore une fois beaucoup moins à l'ouest que ses petits compères. Donc on voit que la route idéale s'est bien éloignée, mais même la route des différents concurrents sur les derniers Vendée Globe, on y est très loin. Donc ça fait vraiment des écarts de performance qui sont assez énormes. Jusqu'à maintenant, du côté de cette épreuve, voilà, je voulais vous montrer ça pour vous indiquer vraiment que la situation est loin d'être idéale pour les concurrents de tête. On va regarder le classement, les moyennes sur 4 et 24 heures également des différents concurrents. Pour le moment, celui qui est en tête, c'est Jean Le Cam. L'écart s'est quand même bien réduit avec Sam Goodchild sur les 4 dernières heures. La situation est beaucoup moins simple désormais, vu que Sam Goodchild a repris du vent. Tout simplement, donc voilà, son avance a vraiment fondu par rapport au classement, donc là c'est pas exceptionnel. Désormais il y a des 17 000 seulement de retard, alors qu'à 7 heures les écarts étaient bien plus importants entre les deux concurrents. Tout simplement Sam Goodchild récupère du vent, hop, on le voit, on va le revoir comme ça, et que Jean Le Cam lui n'a plus autant de vent, et puis surtout Jean Le Cam désormais il faut qu'il aille à l'ouest. Pourquoi? Encore une fois, pour le placement au niveau du poteau noir. Tous les concurrents essayent de se replacer par rapport au poteau noir, également essayent un petit peu d'envisager la suite avec l'anticyclone de Sainte-Hélène, mais c'est compliqué parce que comme le vent n'est pas exceptionnel, les vitesses sont pas exceptionnelles, donc on a du mal à faire beaucoup de milles par jour, donc ce qui fait que la situation qu'on a là à Sainte-Hélène ne sera pas du tout la situation dans 4 ou 5 jours. On va peut-être mettre beaucoup plus de temps que prévu pour arriver à Sainte-Hélène, vu que le vent n'a pas l'air d'être très fort non plus dans cet Atlantique Sud. Donc ça va pas être évident pour les différents concurrents. Mais Jean Le Cam, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait pendant une quinzaine, vingtaine d'heures. Il a pris de l'avance. Désormais, c'est plus compliqué. Encore une fois, la différence, bateau à feuille, bateau à dérive. Mais le fait d'avoir réussi à faire ce début de course-là avec un bateau à dérive, c'est quand même assez exceptionnel de la part de Jean Le Cam. C'est le concurrent qui a fait le plus de milles sur les 24 dernières heures. Et il est quand même à 14,8, 14,8 de vitesse. Mais de l'autre côté, on est sur des moyennes qui sont totalement différentes. 74,6 sur les 4 dernières heures et surtout 18,6. Et donc la VM... Alors VMC, c'est VMG, normalement on me dit, mais bon, là en français c'est marqué VMC, est de 18,5 contre 11,3. Pourquoi? Parce que par rapport au vent il est décalé, parce que voilà, on va expliquer correctement ce que c'était la VMC, c'est bien décalé de ce côté-là, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour Jean Le Cam, qui est encore une fois obligé de se décaler vers l'ouest. Ce qui est intéressant du côté de Sam Goodchild, désormais, c'est que même Sébastien Simon a du mal à tenir sa cadence. Jusqu'à maintenant, avec Sébastien Simon, ils étaient très très proches, et là, il a du mal à tenir sa cadence. Pourquoi? Vent portant. On sait que c'est un bateau qui va très vite au portant. Et là, il a mis un peu une plâtrée à ses adversaires sur les 4 dernières heures. Même un Thomas Ruyant se prend quand même 2 nœuds dans la gueule, et un Charlie Dalin s'en prend 4. Samantha Davis s'en prend, quasiment 7. Sébastien Simon s'en prend 3. Tous les concurrents vont moins vite que lui sur les 4 dernières heures. Et parfois avec des différences qui sont assez énormes du côté de Sam Goodchild. Donc le bateau va extrêmement vite. Et encore une fois, comme je disais, lui, le manque de sommeil, c'est pas un problème grâce à la classe Ocean 50. Donc là, la situation, elle est vraiment bonne. Puis si on regarde, par exemple, par rapport à l'écart par rapport à Samantha Davis, hop, je prends ma petite règle, hop, l'écart par rapport à Samantha Davis, c'est quasiment 83 000. L'écart, c'est 86 000. Et bon, si on regarde même l'écart que en latitude par rapport à Ruyant, il y a quand même une quinzaine de milles, vingtaine de milles d'écart. Donc il a encore réussi à se faufiler, il a encore réussi à trouver une excellente option. Sam Goodchild, donc bravo à l'anglais, parce qu'on pouvait quand même avoir des doutes sur Goodchild, c'était sur le côté météo. Ça reste un concurrent qui a fait quand même beaucoup de multicoques. Le multicoque, vous avez le routage. Donc il y a un petit avantage à avoir un routeur qui vous indique
des projections. Faut pas croire après que le routeur fait tout. C'est-à-dire que le routeur, c'est pas un GPS, c'est pas un mec qui va vous dire à 80, tu sais, dans 5 km tourner à gauche, c'est pas un copilote. C'est juste une personne qui va un peu pré-mâcher le travail, qui va donner en fait des options. Il va donner une option A, B, C, on va dire toutes les 24, 48 heures, et dire, bon, bah là, il faut que tu avances à cette vitesse-là si tu veux rentrer dans l'option A, ou si tu vas un petit peu moins vite, l'option B est peut-être plus intéressante. Après, c'est au navigateur de décider, hein. Mais ça prémâche le travail. Mais c'est vrai qu'on pouvait avoir des petits doutes là-dessus du côté de Sam Goodchild. Eh bien, ça se passe très très bien du côté de la météo. Sébastien Simon, lui, est troisième, toujours sur une voie un petit peu plus à l'est que ses petits camarades, même si on ne peut plus vraiment parler de voie centrale, hein. On voit que le paquet est quand même un petit peu dans la même zone. Ce qu'on pouvait dire il y a quelques jours avec une voie centrale où on avait trois systèmes, c'est-à-dire une voie est, centrale, ouest. Là, désormais, c'est plus du tout le cas, hein. Même Sébastien Simon est quand même très à l'ouest pour le moment, mais il est quasiment le concurrent le plus à l'est de tous les concurrents qui sont à l'ouest. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà, c'est l'idée. Thomas Ruyant, lui, c'est le concurrent le plus à l'ouest pour le moment. Il pensait, je pense, avoir un peu plus de vent que ça. Je pense que l'idée, encore une fois, de départ, c'était de partir très à l'ouest pour vraiment contourner cette zone de Molles qui était à peu près ici. Le problème, c'est que son décalage à l'ouest n'a pas été aussi profitable que prévu. Malgré tout, ça fait partie des concurrents qui ont quand même, on va dire, conservé le même écart avec Goodchild, mais il y a toujours ces 50 000 d'écart entre les deux. Alors, il y a quand même des milles qui sont dus au décalage est-ouest, mais quand même, il y a un petit retard pris par Ruyant en ce moment. Par rapport à Goodchild, parce qu'on voit qu'ils sont quasiment entre 140 et 150 000 de décalage vers l'ouest, hein, du côté de Thomas Ruyant. Charlie Dalin, 5e, qui remonte au fur et à mesure, qui va un petit peu plus vite que ses camarades, hein, parce qu'hier, elle était dans un petit groupe avec Justine Métro, Johan Richaud, Jérémy Bayou, mais son bateau est plus polyvalent, le bateau de Charlie Dalin, donc là, dans le petit temps, il a été plus rapide d'un nœud et demi, que ses petits camarades. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que fait Charlie Dalin avec son bateau. Et puis Nicolas Luneven, ça va toujours bien, hein, pour Nicolas. 13 nœuds quand même sur les 4 dernières heures. Donc c'est un peu plus rapide que Charlie Dalin. C'est un peu plus rapide également, non pas que Sébastien Simon, mais voilà, il est à 13 nœuds dans un vent qui est lui à 10 nœuds, donc ça veut dire que ça navigue quand même pas mal du côté du concurrent de Holcim PRB, qui a mis ses petites lunettes de soleil aux couleurs de PRB, des lunettes aux couleurs orange. Samantha Davis, elle, est 7e. Samantha Davis qui elle est sur une voie un petit peu différente. Hop là, je vais cliquer pour vous montrer sa trajectoire par rapport, par exemple, à une Clarisse Kremer. Eh bien, on voit qu'elle a pris un petit peu d'avance puisqu'elle est à 103 000 quand Clarisse Kremer est en 115. Donc, il y a quand même 12 000 de différence. Je trouve quand même que Clarisse Kremer limite bien la casse. Je rappelle qu'il lui manque une voile à Clarisse Kremer par rapport à Samantha Davis. Ça va vite du côté de Samantha Davis. On sent qu'elle s'est bien reposée. Le début de course, ça n'avait pas été facile. Je l'ai trouvée un petit peu fatiguée au niveau de la mine au départ. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment retrouvé des couleurs. Et puis, elle est de nouveau dans le bon paquet, hein. C'est vrai qu'elle, cette zone de Molles, lui a fait énormément de bien pour revenir de l'arrière. Donc, c'est vraiment pas mal ce qu'elle réalise. Et puis, Bestaven, toujours dans le bon paquet, hein, toujours dans le bon groupe. À 11 nœuds, ça veut dire un peu plus rapide que Charal, par exemple, et à la vitesse de Johan Richaud. Donc ça veut dire que Maître Coq, pour le moment, est un bateau qui fonctionne bien. Et encore une fois, plutôt fiable, hein, pas de gros problèmes techniques pour le moment pour Bestaven. On retrouve ensuite Johan Richaud. Et puis Clarisse, Tata Clacla, qui mangeait son premier pamplemousse. C'est important pour Clarisse Kremer parce qu'elle est très... pendant son premier Vendée Globe, hein, elle mettait en avant ses pamplemousses, enfin les pamplemousses qu'elle avait dans le bateau, plutôt que ses pamplemousses. Ça pourrait être mal pris, hein, cette phrase. Et du côté de Clarisse Kremer, surtout dans la Mini Transat, ceux qui avaient suivi sa Mini Transat en vidéo aussi, où elle mangeait pas mal de pamplemousses. Donc c'est voilà, quelque chose d'important pour Clarisse Kremer. Toujours dans le top 10, et c'est vrai que malgré le fait qu'elle ait une voile qui lui manque, je trouve ça marche pas mal parce qu'elle mange un peu son pain noir.
Clarisse Kremer, cette voile encore une fois qui s'est barrée au bout de 4-5 jours de course, dont elle a dû se séparer. Donc là, c'est vrai que ça lui coûte un petit peu cher. Derrière, on a Justine Métro, qui ne fait pas que monter des Playmobil, qui continue à avancer également. Mais je suis assez surpris par l'écart de vitesse qu'a Justine Métro, Jérémy Bayou par rapport à Johan Richomme. Ça va un peu moins vite, hein. Il y a 0,5, 0,6 nœuds à chaque fois. Ils sont un petit peu en dessous en termes de vitesse. C'est vrai que Jérémy Bayou, en fait, son bateau devrait être hyper rapide et jusqu'à maintenant, c'est un bateau qui est souvent un petit peu plus lent que les autres. On va dire il a un peu le syndrome Sodebo sur la Arkea Ultimate Challenge avec Thomas Coville, qui était toujours un petit peu plus lent en vitesse réelle que ses adversaires. C'est un peu le problème qu'a souvent Jérémy Bayou. Alors on verra par contre dans les mers du Sud, est-ce que c'est pas un bateau qui décollera vite et qui enchaînera les bonnes moyennes? Ça c'est la question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que Jérémy Bayou est toujours un petit peu plus lent que Massif, hein, toujours un petit peu plus lent que Thomas Ruyant. Même qu'un Sébastien Simon, donc c'est un peu le souci qu'a le concurrent français, parce que si on regarde sur les 4 dernières heures, il est à 10,5 contre un 11,1 et même sur la VMG ou VMC, il est un peu en dessous aussi, il est à 11,1, 10,6, ouais, il est un peu en dessous. Et surtout, il va pas beaucoup plus vite que son ancien bateau, parce que je rappelle que le Teamwork Team Snef, c'est son ancien bateau à Jérémy Bayou. Et il va même un peu moins vite que son ancien bateau. Voilà. Ça fait toujours un petit peu mal à la tête, je pense, du côté du concurrent de Charal. Paul Meillat, lui, toujours décalé, hein, toujours un petit peu en solo. Paul Meillat, comme Benjamin Dutreux, c'est des concurrents qui n'ont pas la même trajectoire, qui continuent à prendre un petit peu de retard désormais. Paul Meillat, c'est 4-5 000 à chaque fois. Mais ça commence à faire un petit peu beaucoup, parce que même sur 24 heures, il fait une dizaine de milles de moins, une quinzaine de milles de moins, donc ça c'est un petit peu problématique. Et puis Benjamin Dutreux, qui a du mal en ce moment en termes de trajectoire, de stratégie. Je trouve Benjamin Dutreux, c'est pas la première fois qu'il est bloqué dans de la molle depuis le début de la course. Donc voilà, il a un peu du mal à trouver le bon passage, le bon chemin, j'ai envie de dire. Conrad Coleman, toujours à l'aise, donc 14e. Et puis Damien Seguin, qui lui est dans un deuxième peloton, hein, parce qu'il est derrière Benjamin Dutreux. Donc lui, il est à 182 000. Conrad Coleman, qui est le deuxième non-foiler de la flotte. C'est des conditions qui ne sont pas forcément idéales pour les non-foilers. Et puis Pip Air. Je parle pas beaucoup de Violette d'Orange, mais je parle pas beaucoup de Pip Air pour le moment. Elle aussi, très à l'ouest, mais qui n'a pas du tout eu la même trajectoire que ses camarades, parce qu'elle était plus nord. Elle a fait beaucoup moins de changements de virement de bord que ses petits camarades, de changements de trajectoire. Eh bien, ça se passe plutôt pas mal pour Pip Air. Digne 6 sur les 24 dernières heures. Donc elle arrive à faire des bonnes moyennes sur 24 heures. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pour la concurrente britannique, on rappelle, ancienne navigatrice professionnelle, sur les bateaux de croisière notamment, et qui là s'en sort extrêmement bien. Belle perte de Sébastien Marcet, qui profite des petits soucis de ses petits camarades en non-foiler, notamment Benjamin Ferré, ou Antoine Corny, qui a un peu empêtré dans de la molle. Donc il s'en sort bien devant Arnaud Boissière et Romain Attanasio. Boris Herman, toujours un petit peu loin, mais encore une fois des conditions où il a du mal à être rapide avec son bateau, 9 nœuds 3 sur les 4 dernières heures, donc il va pas beaucoup plus vite en fait qu'un non-foiler. Donc ça c'est un petit souci pour lui en ce moment, et on voit que il est dans les moyennes. Romain Attanasio par exemple va beaucoup plus vite que lui. Si on compare, Boris Herman a 9 nœuds, Romain Attanasio est 3 nœuds au-dessus. Romain Attanasio des bonnes moyennes en passant, parce qu'il a 12 nœuds, donc il va un petit peu remonter de l'arrière. Et puis Antoine Cornic aussi, comme Benjamin Ferré, un petit peu empêtré dans une zone de molle pour le moment, donc c'est pas forcément l'idéal pour ces concurrents-là. Vous voyez, qui sont dans une zone sans vent. Et puis le galérien d'hier, c'est Alan Roura, seulement 112 000 de parcouru, mais on l'avait dit, ça allait être pas évident pour Alan Roura. Beaucoup de manœuvres et il s'est empêtré. Il a voulu rester dans une solution très proche de la route idéale, sauf que ça lui a coûté très cher et ça lui coûte beaucoup de positions. Il est désormais 33e dans ce classement. On regarde les statistiques. Tiens, on va parler de Violette d'Orange aussi.
Rapidement, Violette d'Orange, elle a eu un petit problème de taboulet. Le taboulet est tombé par terre. Je voulais montrer la gueule du taboulet apertisé à ses viewers. J'ai vu que même elle a... Il n'y a pas que moi qui fait des bons scores en ce moment d'abonnés. Elle a pris largement au-dessus de moi, hein, Violette d'Orange, mais elle a pris énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a presque doublé son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, Violette d'Orange, donc bravo à elle, parce que ça va peut-être lui permettre aussi de boucler des budgets plus facilement dans les années à venir, parce que moi j'ai quand même, je reste surpris qu'une Violette d'Orange ait eu autant de difficultés à boucler son budget. Mais donc voilà, Violette d'Orange qui voulait montrer son taboulet est tombée par terre. Je ne sais pas si elle a réussi à la ramasser comme Fabrice Amédéo, lui qui avait des petits soucis de rangement. J'ai vu aussi Benjamin Ferret qui devait ranger 2-3 trucs. Mais voilà, du côté de Violette d'Orange, donc une moyenne sur 24 heures qui est un peu compliquée si on compare au bateau d'à côté. Elle a du mal à aller aussi vite que Benjamin Ferret, par exemple, et Éric Bédion va aussi un petit peu plus vite. Alors après, ce sont des bateaux qui sont plus modernes, hein, parce que Benjamin Ferret et Éric Bédion ont des bateaux plus jeunes que le Hubert de Violette d'Orange, mais elle a du mal à tenir des bonnes cadences pour le moment. Et même Fabrice Amédéo, qui lui a un bateau de la même génération, va un petit peu plus vite, mais qui est quand même décalé en trajectoire Fabrice Amédéo. Bon, on passe désormais aux différents classements, aux différentes statistiques, avec les concurrents qui ont parcouru le plus de 1000 depuis 24 heures. Eh bien, c'est bien entendu Jean de Le Cam, clac, Jean de Le Cam, qui a fait 603 km, donc 325 000 de parcouru. C'est quasiment 80 km de plus que le deuxième de ce classement, qui est Romain Attanasio, comme je disais, qui se débrouille pas mal. Romain Attanasio, avec Fortnet. Donc bateau également à fold. Et puis on retrouve Conrad Coleman, troisième, donc cette voie Est, hein, qui est... Pour le moment, hier, qui avait plus de vent que la voie ouest, mais ça a changé depuis. Et puis on retrouve Charlie Dalin, donc il s'en sort bien dans ces conditions avec peu de vent. Pip Air, Tanguy Le Turquet, Yannick Bestaven, Johan Richomme, Jérémy Bayou et donc Samantha Davis. Et voilà, si vous regardez, Yannick Bestaven, il a fait 6 km de plus que Jérémy Bayou, et Johan Richomme, il a fait 2 km de plus que Jérémy Bayou. Comme je disais encore une fois, ces concurrents qui sont un petit peu plus lents en vitesse de pointe. Le requêtard, désormais, entre Jean Le Cam et Armel Lecléache, on va dire, s'est stabilisé à 657 000 nautiques. Mais ça reste encore un écart important, hein, je disais 35-40 heures à peu près de retard pour Jean Le Cam par rapport à Armel Lecléache. On va voir si Sam Gouchal arrivera à réduire cette marque demain quand on fera notre prochain débrief. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armel Productions. Ciao ciao!